Vivez votre passion du sport auto avec Motul. Salut, aujourd'hui dans Grand Tourisme à l'essai, le Fiat Fremont. Difficile à classer avec ses 7 places sur 3 rangées, il apparaît comme un monospace compact. Pourtant, son look allongé lui donne un faux air de break. Quant à sa stature, elle se rapproche du segment des crossovers. Geoffrey Delius vous dira ses qualités comme ses faiblesses. Côté concept, le géant Volkswagen présente Nils, une étonnante voiture, plus exactement une monoplace électrique destinée aux villes du futur. Enfin, place au sport avec l'Intercontinental Le Mans Cup. La 6e manche de la saison se déroulait à Petit Le Mans aux États-Unis. Plus d'une seconde à perdre, contact, c'est parti! Dès 2009, Fiat rentre petit à petit dans le capital de Chrysler. Aujourd'hui, l'Italien devenu majoritaire a fait le choix économique de commercialiser certains produits des marques Chrysler ou Dodge sous son nom, voire sous ses marques. Au fil du temps, naissent des voitures étranges. Ainsi, Lancia propose une Chrysler 300C badgée Thema. Idem pour Fiat, qui pourrait chanter « Ne m'appelez plus jamais Dodge Journey, aujourd'hui je suis le Fiat Fremont ». Un clone, un copier-coller presque parfait, mis à part que très intelligemment, le Turinois a gommé les défauts majeurs. Afin de réduire les coûts, on parle plus d'évolution que de révolution. Seul le bouclier avant, la calandre et les feux arrière traduisent le changement. Car extérieurement, rien à redire, son style US au design si unique reste présent. C'est vrai qu'extérieurement, le Fremont a comme un air de déjà vu, pour cause. Il reprend l'intégralité des lignes Dodge Journey à l'époque. Ce qui change, bien sûr, c'est la calandre avec aujourd'hui le logo Fiat dessus. Pour le reste, les lignes représentent bien sûr la marque Dodge avec une voiture assez droite, des lignes très strictes. Bref, une voiture qui ressemble beaucoup à un SUV, mais seulement qui ressemble. Grand, certainement. Avec 4,89 m de long et 1,88 m de large, il ressemble à un break. Si vous ajoutez à l'ensemble sa hauteur de 1,69 m, vous obtenez un beau crossover. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi son empattement de 2,89 m. Ce dernier lui assure l'habitabilité d'un monospace. Ainsi, Fiat a trouvé le remplaçant à son break Chroma Station Wagon, mais aussi à son défunt Ulysse, sans oublier la modularité du multiplat. L'esprit débrouillard latin a encore sévi. Le coffre, suivant la configuration, varie de 145 à 1461 litres. À l'intérieur, changement total de cap, fini la finition aléatoire US, place à la classe italienne. À l'exemple de la planche de bord qui reçoit des plastiques moussés du plus bel effet. L'association de tissu et de cuir, suivant la finition, apporte une touche valorisante. Les commandes offrent une bonne ergonomie. Elle s'ajoute au volant multifonction aussi simple à manipuler qu'efficace dans son fonctionnement. Et toi Geoffrey, comment trouves-tu ce Fremont de l'intérieur? D'abord, c'est vrai que même si moi personnellement je trouve ça un peu austère, il y a tout ce qu'il faut. Sur l'écran central, on retrouve de quoi commander, je dirais même la musique de son téléphone ou même l'écran du téléphone en Bluetooth. Bref, tout ça c'est très bien. Fiat a fait un effort au niveau de la présentation. Les plastiques sont vraiment de meilleure qualité, exit un petit peu tous les standards américains. Ça, c'est un vrai plus pour le véhicule.
À bord, c'est vrai que c'est confortable, hein, c'est une voiture sur laquelle on est plutôt en sécurité parce qu'on est assez haut, donc la visibilité est bonne. Après, c'est vrai que même pour le confort, les sièges sont assez souples. Ça, c'est quand même un plus pour ce type de voiture. Côté motorisation, le Fremont dispose du 2 litres, 4 cylindres, turbo diesel Common Rail de 16 soupapes à filtre à particules qui développe 140 ou 170 chevaux. Plus bruyant et moins vaillant dans sa version édulcorée, la différence de 1 500 € entre les deux modèles se justifie par des performances et une dotation d'équipement supérieure. Côté moteur, ça reste quand même une motorisation assez ancienne, je trouve, avec bien sûr 140 chevaux issus d'Alpha qui est plutôt vaillant. Par contre, la boîte, je trouve que la commande est quand même très longue. Presque on se rapproche des vrais 4x4 et pourtant ça n'est pas un. Donc je trouve qu'on pourrait améliorer ce point-là. Et ce châssis, Geoffrey, qu'en penses-tu? Côté châssis, c'est vrai que c'est une voiture qui est plutôt souple. Là, c'est un petit P4x4, donc les flancs des pneus sont aussi assez hauts. Et malheureusement, ça donne un comportement un peu flou. Confortable, oui, mais pas forcément très dynamique. Heureusement que les ingénieurs de Fiat ont limité la mollesse par rapport à la version originale US. La direction très lourde à petite vitesse permet une précision dans les enchaînements plus rapides. Bien conçus, les 3 rangées de sièges en espalier qui permettent aux passagers du fond de voir la route. Sans oublier que les 2 sièges du fond s'escamotent sous le plancher par simple manipulation. Avec Fremont, Fiat a trouvé un véhicule attrayant, efficace, un brin décalé et surtout bien équipé. En attendant les versions 4x4, boîte auto et V6 prévues en fin d'année. Gamme Fiat Fremont à partir de 26 600 €. Cette voiture électrique monoplace incarne une nouvelle forme fascinante de mobilité minimaliste. Avec sa carrosserie Space Frame, en aluminium ultra moderne, le concept Nils affiche un grand dynamisme. Cela sans émettre aucun bruit ni le moindre gramme de CO2. Ce concept car très compact occupe très peu de surface au sol. Nils mesure seulement 3,4 m de long, soit 50 cm de moins que la nouvelle Up de Volkswagen. En largeur, elle mesure 1,39 m de roue à roue. Avec 1,20 m de hauteur, Nils se situe 11 cm plus bas qu'une Porsche 911. Outre ses dimensions, et sans doute le plus original, le choix de la forme de la carrosserie. Nils reprend l'architecture de base d'une Formule 1. Le conducteur au centre, le moteur à l'arrière, les roues extériorisées. Les 2 portes en élytre se composent de 3 éléments principaux. Une partie intérieure, un renfort anti-collision et une partie extérieure. Une fois refermées, les portes offrent une protection optimale en cas de choc. Malgré, ou plutôt grâce à son format de poche et à son poids plume de 460 kg, Nils apparaît comme une voiture plaisir. Elle atteint une vitesse maximale de 130 km/h et passée de 0 à 100 km/h en moins de 11 secondes. Pour ce faire, le moteur électrique se contente d'une puissance nominale de 15 kW, avec des pointes momentanées à 25 kW. L'alimentation provient d'une batterie lithium-ion. En fonction du style de conduite, sa capacité permet une autonomie de 65 km. Nils se recharge sur une prise électrique traditionnelle de 220 volts ou sur une station de recharge pour voiture électrique. 2 heures suffisent à la recharger complètement. Le connecteur se trouve à l'arrière, sous le bloc optique. Dommage que ce ne soit qu'un concept. Place au sport avec l'Intercontinental Le Mans Cup. La 6e manche de la saison se déroulait à Petit Le Mans, aux États-Unis. Dès le départ, Bourdet réalise un envol spectaculaire, mais il est talonné de près et même doublé par l'Audi de Christensen. Une transmission en panne à la 3e heure de course frappe l'équipage Bourdet-Davidson-Pagnot. Malheureusement, à la sortie du virage 7, je crois que je devais être en 3 ou en 4, d'un seul coup, ça a sauté d'un rapport et je me suis retrouvé sans propulsion. Heureusement pour Peugeot, il reste encore 2 autos avec celles de Sarrazin, Montagny et Wurz et la privée d'Oreca avec un superbe autre équipage composé de Minassian, Lapierre et Gênes. C'est au tour d'Audi de perdre une auto.
La numéro 2 de Christensen perd un temps fou après des accrochages avec des voitures plus lentes. Aux avant-postes, l'Audi numéro 1 profite d'un stop-and-go d'1 minute qui sanctionne la Peugeot numéro 8. Mais aux États-Unis, les interruptions de course sont très nombreuses, si bien que Montagny repasse en tête devant Romain Dumas après un énième drapeau vert. 3 heures avant le drapeau à damier, c'est un duel affolant qui commence, mais qui tourne court. Romain Dumas accroche une Porsche et finit sa course dans les pneus. La voie est libre pour Montagny. Sarrazin termine le travail et s'offre une 3e victoire en Géorgie aux côtés de Montagny. On a attaqué, rien lâché, aucune erreur. C'est ce qu'il fallait faire pour gagner. Donc l'équipe a fait un super job, on est champion, c'est le principal. Le doublé est assuré avec la Peugeot privée qui prend la 2e place. Aston Martin sauve sa saison en accrochant un premier podium. Peugeot a déjà empoché le titre avant la finale de Zhuhai en Chine le 13 novembre prochain. McLaren lorgnerait le marché de l'Asie-Pacifique après l'arrivée aux capitales du milliardaire singapourien Peter Lim. L'expansion de la marque dans cette région du monde passe notamment par la création d'une nouvelle entité, McLaren Automotive Asie, basée dans la cité-État et chapeautée par Ron Dennis lui-même. Pour Peter Lim et Greg Levin, c'est un nouveau chapitre dans l'histoire de McLaren. La réussite dans la région Asie-Pacifique serait vitale pour leur avenir. Vivez votre passion du sport auto avec Motul.